Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce débat consacré à l'analyse de l'actualité sur le continent africain. Nous passerons aujourd'hui en revue 3 sujets d'actualité. D'abord, le Bénin, avec les 100 premiers jours de gestion du président Patrice Talon qui, le 6 avril 2016 dernier, à sa prise de fonction, disait « Je suis prêt tout de suite ». Et maintenant, pour un nouveau départ, quel bilan peut-on alors faire de la gestion du pays par le gouvernement du nouveau départ? Nous ferons le point dans un instant avec nos invités dans cette émission. Nous serons ensuite en Libye, où le flou persiste toujours autour de la libération ou non de Saïf al-Islam, le fils de l'ex-président Muammar al-Kadhafi. Pourquoi tant de passion autour de cette libération? Quelle influence la libération éventuelle de Saïf al-Islam pourrait-elle avoir sur la crise libyenne? Nous ferons le décryptage également dans cette émission. Enfin, les affrontements ont repris à Djouba, au Soudan du Sud. Le 5e anniversaire de l'indépendance de ce pays a été marqué par des affrontements entre les hommes de Salva Kiir et de Riek Machar. Des affrontements qui continuent d'ailleurs sur le terrain. Un bilan sommaire fait déjà état d'environ 300 morts. Les Nations Unies impuissantes tentent depuis quelques jours de ramener les belligérants au respect de l'accord de paix d'août 2015 et appellent les pays voisins à contribuer au renforcement de l'effectif des casques bleus au Soudan du Sud. Quel avenir pour l'accord de paix et le gouvernement d'union nationale au Soudan du Sud? Ce sera notre 3e thème à débattre dans ce débat du jour. Mais avant de retrouver mes invités, madame, monsieur, je vous propose de suivre ici un point de l'actualité sur le continent. C'est le flash d'information. En Libye, le gouvernement d'union nationale a affirmé dimanche qu'il n'y aurait pas d'amnistie pour les crimes contre l'humanité dont est notamment accusé Saïf el-Islam Kadhafi, fils du dictateur déchu. Cette déclaration donne l'impression qu'il est possible pour Saïf al-Islam ou tout autre auteur de crimes commis sous le régime déchu ou après son renversement d'échapper à l'ascension, poursuit-il. Le Zimbabwe a accusé dimanche les ambassades des États-Unis et de la France de soutenir un vaste mouvement de contestation sociale qui s'est exprimé cette semaine contre le régime du président Robert Mugabe. Une partie des travailleurs a été payée depuis mercredi et la grève a été suspendue. Vendredi, le président Mugabe avait déjà rejeté sur les puissances occidentales la responsabilité du retard du paiement des salaires des fonctionnaires. 2 soldats maliens ont été tués par des islamistes présumés dans le centre, près de la frontière avec le Burkina Faso. L'information sur l'attaque et le bilan a été confirmé par un élu local qui a parlé d'une opération très rapide menée par les assaillants qui étaient très probablement très informés. Longtemps concentrés dans le nord, les attaques djihadistes se sont étendues à partir de 2015 vers le centre puis vers le sud du pays. Pour analyser les 3 sujets d'actualité sur le continent africain ce jour, je reçois pour vous sur ce plateau l'avocat Alain Roula. Il est avocat inscrit au barreau de Cotonou. Il est notre consultant maison. Maître Alain Roula, bonjour, bienvenue sur le débat de SICA. Bonjour, Joël. J'ai également sur le plateau de Angle de Vue mon confrère Doncla Mabalo de la radio Soleil FM. Doncla Mabalo, bonjour, bienvenue dans ce débat. Bonjour Joël, bonjour Maître, bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Mesdames et messieurs, ainsi se présente donc le décor pour cette émission que je lance après cette virgule. Quel bilan pour les 100 premiers jours de gestion du président Patrice Talon au Bénin dans quelques jours? Ce dernier aura donc fait 100 jours à la tête du Bénin le 6 avril dernier à sa prise de fonction. Il disait lors de la cérémonie de prestation de serment « Je suis prêt tout de suite et maintenant pour un nouveau départ ». Quel bilan peut-on faire donc de la gestion du nouveau départ? Maître Alain Roula, il a déjà à son actif bientôt 100 jours à la tête du Bénin. Est-ce que vous avez l'impression que le Bénin est dans une rupture? Le Bénin a coupé avec les pratiques du passé et est résolument engagé dans un nouveau départ? Merci Joël. Faire le bilan des 100 jours au Bénin, je pense que c'est un peu présomptueux. Les 100 jours, c'est une tradition dans les démocraties apprêtées, où on sait quelle équipe va l'emporter avec quel programme, et donc on a 100 jours comme baromètre pour mesurer les effets. Dans un pays comme le nôtre... Oui, mais au regard quand même du style de gestion, au regard de tout ce qui se passe, on peut déjà se dire... Dans un pays, je vais répondre à la question, ben, je pense que ce préalable s'impose. Dans un pays comme le nôtre, la cacophonie est inévitable, nous ne sommes pas encore arrivés au stade où on peut faire effectivement un bilan intermittent des 100 jours. Ceci étant, nous nous sommes inscrits dans cette tradition et on peut en 100 jours
voir les couleurs qui sont annoncées et la direction dans laquelle le régime veut aller. Quand je regarde l'ensemble de ce qui se présente à nous, quand je l'observe bien, je ne suis pas certain que nous soyons inscrits dans la rupture annoncée, ni dans le nouveau départ que l'on a dit vouloir amorcer. Ce que je constate, c'est une rupture peut-être avec l'ancien président de la République, mais pas avec son système, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à s'y méprendre. On ne peut pas tout changer en 100 jours. Je ne dis pas de tout changer. Mais le style de gestion, il y a quand même. des symboles. Je viens. C'est un président qu'on ne voit plus tous les jours à la télé. Tranquillement. J'y viens. Il n'y a aucun souci. C'est vrai qu'il n'y a pas une surmédiatisation, mais je dirais que c'est le contraire que nous avons, une opacité. Il y a les mêmes méthodes dans le recrutement du personnel, parce que les premières nominations qui sont attendues de tous les Béninois s'effectuent principalement dans le camp des amis. C'est normal. Ce n'est pas normal. Ceux qui ont bataillé pour gagner le pouvoir doivent l'exercer. Ce n'est pas normal quand on a prôné la rupture et un nouveau départ. Oui. Ce qui est normal dans la rupture et le nouveau départ, c'est de rechercher les meilleurs des cadres là où ils se trouvent. Rien ne prouve que ceux qui ont été positionnés ne sont pas meilleurs. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas bons, je dis que c'est d'abord des amis. Il y a des meilleurs qui sont peut-être amis ailleurs, mais vous n'allez pas me faire dire autre chose que l'essentiel. J'essaie juste de vous rappeler des similitudes dans le mode de recrutement des responsables politiques, donc ce qui peut faire que nous allons tomber dans les mêmes errements. Le nouveau départ est fait sur fond d'anciens, puisque ce sont les mêmes, c'est le même personnel qui est au service du régime du président Talon. Vous me direz qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs. On ne peut pas les changer, sont tous des Béninois. Quand bien même le président de la République lui-même a estimé devoir faire appel à des compétences françaises ou autres, je laisse ce côté qui peut vous paraître anecdotique. Ceci étant, les premières priorités du gouvernement, de mon point de vue, ne sont pas conformes à ce qu'un observateur comme moi pourrait attendre d'un nouveau régime. Je pense que les problèmes les plus urgents, c'est l'hôpital, c'est l'électricité, l'énergie, c'est l'eau, c'est les revenus des uns et des autres. Le problème d'électricité en cours de résolution. Vous m'avez posé une question, j'essaie de répondre. Or, le gouvernement a plutôt mis l'accent sur les axes économiques. Ça peut se justifier. Et quel axe politique également. Et quel axe économique? Un axe problématique, puisque les premiers investissements sont allés vers la filière coton, où le président de la République, qui connaît très bien le secteur, n'est pas pour autant très à l'aise pour prendre des décisions qui ne soient pas suspectées de favoritisme. Les premières priorités ont été des priorités politiques, puisque tambour battant, on est allé vers une commission très critiquée pour les réformes politiques qui ont donné des résultats, d'après les commentateurs les plus érudits, des résultats mitigés. Alors, si là, tout n'est pas mauvais, effectivement, il y a une certaine forme de courage, puisque aujourd'hui, nous sommes plus ou moins fixés sur la situation des chefs-lieux de préfecture. Je crois que c'est une décision courageuse qui a été prise que de finir par reconnaître que les concours dits frauduleux devraient être annulés, même si je vois que cela fait débat. Je voudrais dire à l'endroit des protagonistes, il y a déjà du sable dans le gari, donc on ne peut plus trier, où le gouvernement annule, où il maintient. Je pense que le gouvernement a fait ce qu'il a estimé devoir faire après tous ces éléments d'analyse. Donc, à part ces deux mesures symboliques qui me rassurent sur le fait que nous n'allons pas continuer définitivement avec les errements du passé, je crains que le style certes sobre, adopté par le président et insufflé à tous ceux qui l'accompagnent, pourrait faire craindre la pérennisation d'une opacité qui cache beaucoup de choses que des sceptiques comme moi, tout en étant optimistes, peuvent laisser supposer comme un peu de magouille. Donc là, Mabalo, alors vous êtes également observateur de la situation politique au Bénin, bientôt 100 jours de gestion pour le président Patrice Talon. Est-ce que vous avez l'impression que la méthode de gouvernance a changé? Est-ce qu'on a vraiment eu une rupture? Est-ce qu'on est dans un nouveau départ, un nouveau changement? Merci beaucoup pour la question. Je souris. C'est parce que je ne suis pas surpris par les propos de Maître Ronla. Je l'ai vu sous d'autres cieux dans d'autres combats. Et donc, je peux comprendre, n'est-ce pas, sa position et sa façon de voir les choses. Heureusement que finalement, il a reconnu que certaines choses ont été faites quand même. Et il a dit 100 jours, c'est trop tôt pour faire un bilan. Je vois qu'il a fait un bilan. Il a vraiment fait un bilan. Et en 100 jours, des choses ont été réalisées. Il faut avoir l'honnêteté
de le dire. Lorsqu'on parle de rupture, vous savez très bien, on n'a pas dit qu'on allait faire la rupture avec des Béninois, on n'avait pas dit qu'on allait faire la rupture avec des êtres humains, on a dit qu'on ferait la rupture avec des pratiques. Et je crois qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui a été insufflé. Je peux prendre quelques exemples, ça et là. Regardez la question de la réduction du train de vie de l'État. Mais ça, c'est une rupture. La taille du gouvernement, on est passé à 21 ministres. On a annulé toutes les institutions budgétivores, n'est-ce pas? On a fait un collectif budgétaire dans le sens de la réduction des charges de l'État, alors qu'avant, tout était exponentiel. On augmentait tout. Mais on a fait plus de 100 milliards d'économies à l'État béninois. Est-ce qu'il pouvait faire autrement, puisqu'il n'y avait plus rien dans la caisse de l'État? En fait, c'était une stratégie quand même pour se trouver un peu de moyens pour gérer le pays jusqu'à la fin de l'année. Parce que des gens ont laissé le pays dans une situation difficile. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Et donc aujourd'hui, quand on a réduit le train de vie de l'État, on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait la rupture. C'est important. Heureusement que Maître également a reconnu qu'on a réglé la question du découpage territorial. Ça fait combien d'années que ça dure? Des années et des années. Mais le président Talon a eu le courage de régler une fois pour de bon cette question-là sans réaction populaire. Parce que même là où il y a réaction populaire, vous avez vu avec quelle stratégie on a réglé ce problème-là. Ça, c'est de la rupture. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. On a annulé les concours d'entrée dans les différents secteurs de l'État. Il l'a reconnu, heureusement qu'il l'a reconnu. Il s'agit de courage pour faire ce genre de choses. Mais en 100 jours, quand on a fait ça, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait le problème de compétences dont le président a parlé au début de son mandat. Il voulait des gens compétents. En fait de compte, aujourd'hui, on n'assiste plus à cela. Vous savez, il a eu à nommer, il ne nomme pour l'instant que des gens qui ont travaillé à ses côtés. Vous aurez pendant la campagne présidentielle. À sa place. Vous aurez nommé des gens qui n'ont pas travaillé à votre côté. Non, il faut être réaliste. Même si le président a dit par ailleurs qu'il ne faisait pas des nominations de remerciements, il faut reconnaître quand même que des gens ont mouillé le maillot pour qu'ils soient élus. Donc il faut les récompenser. Je ne veux pas utiliser le mot récompenser. Mais si ces gens-là ont la compétence qu'il faut, eh bien il va falloir les préférer à ceux qui n'ont pas combattu le combat du président. Oui, mais quand on sait qu'il a été porté au pouvoir par une coalition en fin de compte, et les autres qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Vous avez dit à 100 jours. À 100 jours sur 5 ans. D'accord? Et les postes nominatifs sont là. Celui qui a été nommé aujourd'hui peut être enlevé demain, remplacé par quelqu'un d'autre. Donc il y a toujours possibilité pour ceux qui ont travaillé avec la rupture de se positionner dans le système. Moi, je veux voir les choses comme ça parce que c'est le pays qui importe d'abord. Alors, lorsque vous parlez de nomination, mais pour moi, personnellement, quand on veut nommer quelqu'un, c'est la compétence et la confiance. Oui, mais les gens les nominations ont été critiquées. Donnez-moi une seule nomination qu'on ne critique pas. Il y a certains cadres qui ont été nommés, dont on a retrouvé des casseroles, qu'ils auraient des affaires au niveau du tribunal, de la justice. Des critiques par rapport à des nominations. Pour moi, c'est clair. Maintenant, si les gens sont compétents et que le président n'a pas confiance en eux, il ne peut pas leur confier des responsabilités. D'où l'obligation d'avoir la compétence et la confiance de l'autorité qui nomme. Je ne suis pas ici pour vous dire que tout est rose, n'est-ce pas? Je ne suis pas là non plus pour vous dire qu'on est dans le meilleur des mondes. Mais il faut reconnaître les efforts qui se font déjà à 100 jours seulement de la prise de fonction. Quand on a dit ça, il faut reconnaître, et là je suis d'accord avec Maître Orola, sur les questions d'opacité en matière de communication. Parce qu'on aurait tellement envie d'avoir quelques informations officielles par des canaux officiels. On n'en a pas aujourd'hui. C'est les réseaux sociaux. On a l'impression que le gouvernement utilise beaucoup plus les réseaux sociaux. On peut décrier ça. Mais je me dis que c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore installé la direction générale de la communication d'État. Parce qu'il y a une direction comme ça qui existe et dont l'architecture est déjà montée. Et donc, il y aura le temps de confier des responsabilités à ceux qui méritent d'avoir des responsabilités. Justement, par rapport à cela, certains pensent que le président de la République gère le pays comme une entreprise. Est-ce que vous avez cette impression? Il est un homme d'affaires, donc il gère dans la discrétion, parce qu'en affaires, il faut être discret sur certaines choses. On a l'impression que c'est cette marque qui détient sur la gestion du pays. Lorsque nous faisions la campagne électorale, je fais partie de ceux qui pensent que le pays est une entreprise grandeur nature. Grandeur nature, parce que quand on parle d'entreprise, on est peut-être à un niveau micro, mais quand on est à la tête d'un État, on gère avec les intérêts de l'État. Le président, il nous l'a dit, et moi je fais foi à ses propos, s'est déchargé de ses obligations entrepreneuriales au niveau des entreprises dans lesquelles on le situe pour diriger le pays. Maintenant, il a confié des responsabilités à des gens. Nous sommes à 100 jours, et je veux dire ici, devant tous ceux qui nous écoutent,
qu'il y a eu quand même des choses qui ont été faites. Et ça, il est important de reconnaître. Maintenant, le président a son style. Si le président n'a pas envie de se faire accompagner d'un cortège énorme pendant qu'il circule, c'est son choix de le faire. Si le président décide, n'est-ce pas, d'être discret dans ses actions, de faire des audiences discrètes, c'est aussi son choix de le faire. Je crois que c'est le style de gouvernance qui a changé. Ça peut déranger, parce que pendant 10 ans, on a été habitué à un style bruyant ou à une gouvernance au spectacle. Donc on peut dire que c'est le retour de la simplicité au cœur du pouvoir, de l'humilité, c'est ce que vous voulez dire? Non, attention. Vous ne voulez pas utiliser les gros mots. Je trouve qu'il y a des efforts qui se font, et moi je suis... Mais vous êtes observateur, vous attendez de voir la suite. J'ai été le chantre sur ce plateau d'une période de grâce, n'est-ce pas? Et je continue de dire qu'il faut une période de grâce, et ce n'est pas 100 jours pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Maître Alain Orunla, alors l'un des chantiers donc importants pour le gouvernement qui a démarré le 6 avril dernier, c'était la réforme politique et institutionnelle. Une commission a été mise en place, le rapport a été rendu en moins de 100 jours. Quelle suite vous voyez pour cette initiative? Non-lieu, tout simplement. Un non-lieu, comment? Parce que cela doit déboucher sur un référendum. Il y a des ambitions. Vous voyez, contrairement à Donclam, qui fait partie des laudateurs presque zélés, moi, mon parti... Il défend son point de vue. C'est Maître Alain Orunla, il défend son point de vue. Non, je réponds. Ça, ce n'est pas amical, par contre. Parce que je peux dire aussi que vous êtes zélé de l'autre côté. Parce que j'ai bien entendu, et c'est d'ailleurs la réponse du berger à la bergère, je ne fais pas un combat d'arrière-garde, ni un combat partisan. Mon seul parti, c'est celui de l'objectivité, de l'honnêteté. C'est pareil pour moi. C'est très amical. C'est pareil pour moi. Non, c'est... Je ne pourrais pas... Alors, allez-y très rapidement. Non, je mets de la méthode. Alors, ces réformes ont été décrétées. C'est-à-dire qu'une certaine classe politique a estimé, parce que Vous pensez que c'est une certaine classe politique, puisque la commission qui a préparé le rapport a été composée de toutes les tendances. Avant les membres de l'ancien pouvoir. C'est-à-dire que mes observations viendront également sur la commission. Une réforme, ça ne se décrète pas, ça se constate. Et c'est une certaine classe politique qui a estimé devoir réformer. Pour quelle raison? Parce qu'on estime que le président sorti a abusé des institutions. Pour moi, ce n'était pas urgent. Oui, mais les insuffisances de la Constitution avaient toujours été constatées. Et beaucoup de présidents avaient voulu réformer cette Constitution. Il y a toujours des insuffisances. Et les présidents qui ont voulu réformer jusqu'au président Talon, c'était pour se maintenir au pouvoir. C'est la première fois. Lui, cette fois-ci, c'est la première fois que nous avons un président qui pose le problème de ces institutions. C'est vrai, ces problèmes existent. Mais des réformes, ça ne se décrète pas. On analyse, c'est pas en 5 ans qu'on peut le faire. La commission qui a été mise en place, de mon point de vue, elle est composée, certes, de personnalités éminentes, sans compter que ces personnalités ont toujours été à gauche, pour la plupart à gauche et à droite, mais ce n'était pas la meilleure des commissions pour aborder et réfléchir sur les réformes profondes dont notre pays aurait besoin. La preuve en est que la commission n'a pas été en mesure, nonobstant le budget que l'on dit avoir alloué à cette commission, de faire des propositions concrètes au président de la République, qui a d'ailleurs déjà donné le cadre, mandat unique, équilibre des pouvoirs. C'est pas à la commission de choisir. C'est au peuple et le référendum justement aura à se prononcer sur cette affaire. J'ai lu le compte-rendu du rapport. Je n'ai pas encore eu le privilège de lire le rapport dans son intégralité, mais je crois que j'ai un niveau d'intelligence qui me permet de comprendre, déjà à travers le compte-rendu du rapport, que c'est un non-lieu. Aucune proposition concrète n'a été faite. Est-ce que la commission a dit au président de la République, mandat unique, double mandat? Ils sont restés évasifs sur la question. La question de l'indépendance de la magistrature, on propose que le président de la République ne siège pas au Conseil supérieur de la magistrature, ce que nous avons plus ou moins réussi à obtenir jusqu'à présent. En revanche, on invite le garde des Sceaux à siéger au sein du Conseil supérieur de la magistrature avec voix délibérative. Qu'est-ce qu'on refuse et qu'est-ce qu'on accepte? Donc vous estimez que c'est du bonnet blanc, bonnet. Le système partisan. Donc je crois que mes amis et mes aînés de la commission se doivent objectivement de reconnaître qu'ils avaient un travail très difficile parce qu'il fallait répondre aux attentes du président de la République. Et en même temps, aux attentes du président de la République, mais aux attentes que le président de tout un peuple le président a dit, je veux qu'on réfléchisse sur les institutions, je propose le mandat unique. Ça, ce n'est pas un secret. Il veut le mandat unique. Bien sûr. Voilà. Donc, en principe, la commission devrait revenir en disant, nous vous laissons le mandat unique. Ils n'ont pas pris position.
Et sur le système partisan, rien de bien transcendant n'a été dit. Il faut aller vers un regroupement, il faut financer. Ça ne nous dit pas dans quelle mesure la vie politique... Ce sont des détails qui viendront par la suite. Il y aura des commissions, des commissions techniques qui auront à réfléchir de façon les plus choses sont déjà à chaque fixées. initiative. Ce qui est certain, c'est que la commission n'a pas rendu une copie claire potable, et précise, à votre avis. Donc, vous estimez que c'est du non-lieu, cette histoire de, pour moi, de réforme? Malheureusement, du non-lieu. Et ce qui est plus important pour moi d'ailleurs, je continue de soutenir que ces réformes ne sont pas urgentes. Elles ne sont pas prioritaires pour le Bénin. Elles ne se justifient même pas, puisque l'objectif de ces réformes, c'est de corriger les errements et les abus. Il faut bien corriger à tort ou à raison. Plus tard qu'on n'ait plus de ce genre de difficultés. Le seul président, cette constitution a fonctionné sous 3 présidents différents. Il est temps de corriger. Même aux États-Unis, on continue par corriger. Il y a des amendements. Écoutez, c'est deux choses différentes. Dire qu'il faut corriger quand il n'y a pas de crise, c'est une chose. Mais dire que le président Yahi a abusé et que c'est ça la motivation. Non, personne n'a dit que c'était ça la motivation. Ce qui a été dit, c'est que le président Yahi... Ça, c'est ce que les gens disent dans les coulisses. Mais ce n'est mentionné dans aucun document officiel. Je ne viens pas vous parler des coulisses. Je vous parle des propos de campagne du candidat Patrice Talon et de ceux qui l'ont accompagné. Ils ont tous dit que le président sorti a abusé des institutions, et c'est parce que les institutions un secret de ne sont pas équilibrées. Effectivement, il en avait abusé. Sur les ondes, et c'est ça qui a motivé les réformes. Donc, des réformes qui sont motivées par de telles considérations... Vous estimez que ce n'est pas nécessaire? C'est pas moi qui estime, la science. Oui, mais la science vue à la loupe de Maître Alain Roula. Non, pas du tout. Donc, il faut que ça soit fait dans le calme et qu'on réponde à une crise générale, pas pour une crise circonstancielle ou personnelle. Ou personnelle, liée à un président dont plus personne n'a voulu. Alors, ces réformes, quelle suite? Vous avez suivi l'intervention et les explications de Maître Alain Roula? Apparemment, la séance diffère selon qu'on est Maître Roula ou selon donc la Mabalo. Je n'ai pas l'intelligence, je n'ai pas la prétention d'avoir l'intelligence surtout à travers un rapport, enfin à travers juste un compte rendu de commission. Je n'ai pas cette prétention-là, mais je peux dire simplement que quand vous mettez sur place une commission, vous lui donnez des TDR, ce qu'on appelle des termes de référence. Bien sûr. Et ce que le président de la République a fait, ce sont des termes de référence qu'il a donnés à la commission qui devait faire des propositions. La commission n'était pas là pour prendre des décisions. La commission n'était pas là pour donner force de loi à ce qui aura été fait comme proposition. C'est des préalables. Et je vous avais déjà dit dans ce studio une fois qu'une commission fait des propositions et puis après on élargit les réflexions. Moi je ne sais pas si à la date d'aujourd'hui les travaux de cette commission vont être confiés à un cercle plus élargi. Il est prévu que ces travaux soient transmis à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je dis ceci qui est clair pour moi. C'est quoi? C'est que moi j'ai un autre débat. J'aurais suivi Maître Roula s'il m'avait dit que la commission était pléthorique. Par exemple, 35 membres, je trouve que c'est trop pour réfléchir. J'aurais été d'accord avec Maître Roula s'il avait dit que le décret pris par le président ne devrait pas nommer les membres du bureau de la commission et que ça, c'est peut-être orienter les travaux. J'aurais été d'accord sur ça. Mais je n'ai pas la capacité aujourd'hui d'apprécier le travail scientifique, le travail intellectuel. Oui, mais il y a eu quand même des éléments. Il y a eu des éléments, il y a eu le problème. Il y a eu l'élément concernant le mandat unique qui a été évoqué, la magistrature, au niveau du mandat unique. Oui. Mais je fais partie de ceux qui pouvez déjà apprécier justement cette proposition. Je fais partie de ceux qui pensent que le président Talon peut faire son mandat à lui et partir. Et qu'il n'est pas opportun aujourd'hui d'écrire dans la Constitution l'obligation de mandat unique. Je fais partie de ceux qui l'ont dit. Mais quand on lit le rapport, ou si vous voulez le compte rendu, on se rend compte que les commissaires n'ont pas pu s'entendre sur ça. Donc vous êtes en train de rejoindre Maître Alain Roula alors par rapport à l'appréciation. Sur ça, on est d'accord. Ils n'ont pas tranché sur la question. Et il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles ils n'ont pas tranché. Mais on ne peut pas à cause de ça remettre en cause tout le travail de la commission. C'est la remise en cause systématique que Maître, on l'a fait, qui me dérange. Il donne son avis c'est là où je dis le flou qu'il y a autour de certains attention, rien n'est parfait. Rien n'est parfait dans ce monde. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut peindre tout en noir. Tout à fait. Je dis, il y a des imperfections. Et peut-être qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on peut corriger quelques imperfections. Au niveau du référendum, le peuple aura la possibilité de se prononcer. J'ai l'impression de refaire le débat de la présidentielle. Parce que, de toutes les façons, on ne peut jamais s'entendre, Maître Roula et moi, sur ces questions-là. Vous êtes de camp opposé. Mais c'est raison pour laquelle je vous ai invité sur ce plateau pour apprécier justement les 100 premiers jours de
gestion. Je peux comprendre. Mais aujourd'hui, la roue a tourné, n'est-ce pas? On a une nouvelle forme de gouvernance. Donc il faut avancer. Un président qui est là pour 5 ans, avançons, mes chers amis. Et je crois qu'on avance. Moi, je crois que... Et de cesser de tourner en rond. Alors, donc, laissez-moi finir très rapidement. Tout à l'heure, on disait qu'on a pris des décisions économiques et qu'on a réglé les questions de coton. C'est justement cela que je voulais vous demander. Que les questions de coton étaient des questions d'urgence. Oui. Pourquoi? Parce que cela ne ne prête pas à confusion. Quand même, la rapidité avec laquelle le président a remis en selle certaines structures qui étaient en brouille avec l'ex-président Boni Yayi. Je vais donner l'exemple des usines de Sodeco. Je vais parler du retour annoncé de la société Béné Contrôle. Est-ce que la rapidité observée dans la gestion de ces dossiers ne prête pas confusion, n'entretiennent pas des suspicions? Écoutez, ça peut entretenir des suspicions. Je ne suis pas là pour dire non. Vous l'avez dit vous-même dans votre introduction, le président dit « je suis prêt tout de suite », n'est-ce pas, pour débarrer. Si il est prouvé que la remise en cause de cette décision par le gouvernement précédent était donc de l'ordre de l'illégalité, et être là pour défendre la loi. Donc moi je trouve que c'est tout à fait normal que si ça a été fait dans l'illégalité, que la légalité revienne. Et quand on parle de coton, on ne cultive pas le coton durant tous les jours de l'année, ni tous les mois. Il y a une période pour ça. Et donc moi j'attends, et ça je le répète toujours, M. Patrice Talon n'a pas le droit d'échouer en matière de coton. Et j'attends les résultats de la campagne cotonnière. S'il échoue par rapport à la campagne cotonnière, je vais tirer mes conclusions. Et je dirais que M. Boni Yayi peut-être était mieux. Mais il n'a pas le droit d'échouer sur ce terrain-là. Et donc je comprends la célérité avec laquelle il prend à bras le corps ce dossier. C'est tout à fait normal. Le coton doit être géré par les privés et non par l'État. Et nous l'avons toujours dit, l'État ne peut pas être commerçant. L'État ne peut pas acheter et vendre. Et donc les privés ont repris le contrôle du coton. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. L'accord cadre remis en cause par le gouvernement précédent concernant l'AIC, mais ça a été fait dans de l'illégalité. Et donc le gouvernement qui veut remettre la légalité en selle, ne peut que prendre ces décisions. Mais si le gouvernement communiquait suffisamment quand même sur ces différentes initiatives, cela pourrait lever les zones d'ombre. J'ai relevé l'opacité en matière communicationnelle. Et ça, j'ai l'objectivité, l'honnêteté de le reconnaître. Et donc, c'est vrai que le gouvernement devrait mieux communiquer sur ces questions-là. Moi, je suis d'accord par rapport à ça. Mais encore une fois, je dis, tout n'est peut-être pas rose, tout n'est peut-être pas rose, mais il y a le courage, l'abnégation et la volonté d'aller de l'avant. Et je crois que... Et ça, c'est à féliciter. Et je crois que j'ai la certitude, c'est même pas que je crois, j'ai la certitude que M. Patrice Talon ne fera pas pire que M. Boni Yayi. Ça, les années à venir nous le diront très rapidement, Maître Alain Orunla. Alors, la rapidité dans certaines décisions, notamment le rétablissement de certaines usines de Sodeco, est-ce que cela ne prête pas à confusion? Bien sûr que ça prête à confusion, ça prête même à conflit. Donc là, je cherche, moi j'ai dépassé le passé a été enterré le jour même. Non, le jour même, quand je dis le passé, c'est donc là, je pense que quand on dit le contraire de ce qu'il dit, c'est que forcément on est dans une logique partisane et lui il n'y est pas du tout. Non, nous on anticipe. Il ne faut pas attendre 2021 pour tirer des conclusions. Moi je dis que c'est dès 2016 qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. C'est de l'alerte, c'est de l'anticipation et c'est dans cette logique qu'on s'inscrit. Alors, les décisions peuvent être pertinentes économiquement ou efficaces économiquement, je n'ai pas la prétention d'y aller. Mais ce que vous déplorez, c'est-à-dire la forme par laquelle, par exemple, le régime sorti a annulé ou suspendu les accords cadres, c'est la même forme qui a été utilisée par le régime actuel, sans d'ailleurs aucun audit n'ait été effectué, que nous soyons situés sur les bienfaits ou les avatars connus par l'un ou l'autre système. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la justice est quand même court-circuitée. Parce que si vous estimez, par exemple, dans le raisonnement, que les réquisitions ont été illégales, ce n'est pas à vous de le dire, ce n'est pas à l'exécutif de le dire, c'est au judiciaire. Oui, mais si on devait attendre le judiciaire, non, je dis, quand on sait que je ne suis pas en train de vous dire que c'est nécessairement ce qu'il faut faire, mais dans un état de droit, c'est la justice qui départage. Et c'est un style, c'est ce style qui a été décrié, par exemple, à l'encontre du président Yayi Boni, qui a été défendu lors du face-à-face qu'il y a eu entre les deux finalistes, où on a reproché au régime du président Yayi de ne pas respecter les décisions de justice, eh bien, nous y revoilà, puisque non seulement on ne laisse pas la justice trancher dans ce dossier, on prend
à contre-pied une décision de justice qui a été rendue et qui a interdit une certaine manifestation, cependant que le gouvernement a donné l'impression d'accompagner les dissidents, les rebelles, ceux qui se sont mis en infraction par rapport à cette décision de justice. Alors c'est autant d'éléments. Ça ne veut pas dire que nous payons tout en noir. Nous n'avons pas intérêt à ce que les choses soient en noir. En tout cas, moi, personnellement, que ce soit mon pire adversaire, je n'en ai pas. Moi, j'ai des idées que je défends. Il vaut mieux que le Bénin réussisse, parce que si le Bénin ne réussit pas, c'est nous tous qui trinquons. Et donc, ce qui se dit, c'est en vue d'une construction, en vue que l'on avance. Mais si on continue de soutenir Mordicus, tout simplement parce qu'on est en alliance avec une équipe dirigeante, nous allons retomber dans les mêmes travers que ce que nous avons connu en 2006 et entre 2006 et 2016. Je souhaite placer un mot. Vous n'allez pas conclure ce débat comme ça. Ce n'est pas possible. Je préfère la position de l'alerte que vous prenez, Maître Ronla. Mais en même temps, je dois vous dire que vous mélangez un peu les choses par rapport au niveau des décisions. Vous n'allez pas mélanger la décision concernant la Fédération béninoise de football et la décision illégale prise par le gouvernement. Pour le gouvernement, on n'a pas eu besoin, je veux dire, le gouvernement de Boniaï, on n'a pas eu besoin d'une décision de justice pour remettre en cause l'accord cadre sur le coton. Non, pas du tout. Et donc pourquoi vous voulez que le régime actuel ait recours à une décision de justice avant de le faire, alors que le régime précédent n'a pas eu recours à une décision de justice? C'était une décision illégale. Donc on a rétabli dans la légalité. Ce que je dis, quand une décision est illégale, c'est au juge de le dire. Non, non, attention. C'est au juge de le dire. On n'a pas eu besoin d'aller devant la réquisition. Si la réquisition est jugée illégale, le rétablissement de la réquisition l'est tout autant, puisque c'est le même forme. Ce n'est pas une discussion, ce n'est pas un débat, c'est un enseignement. Parce que vous semblez traiter les autres parce qu'ils sont en alliance avec le régime de défendre vaille que vaille tous. Non, pas du tout. Nous faisons un débat d'idées. Moi aussi, je défends des idées, maître. Et donc, je vous le dis très rapidement. Maintenant, sur la question, l'autre décision de justice dont vous parlez, vous avez semblé dire qu'il y a eu un accompagnement, selon vous. Ça, c'est une interprétation que vous avez faite de la situation, n'est-ce pas? Et donc, sur ce sujet, de toutes les façons, moi, on ne s'entendra pas. Et vous le savez très bien, nous sommes là pour défendre nos idées, nous défendrons nos idées jusqu'au bout. Le plus important, c'est que le Bénin gagne, que le gouvernement de nouveau départ. Merci donc Lama Balo, merci Maître Alain Roula. Le plus important, bien évidemment, comme je le disais, c'est que les Béninois puissent retrouver donc un niveau de développement acceptable et que le gouvernement puisse remettre donc ce pays sur les rails. Madame, Monsieur, compte tenu du temps très avancé, nous allons certainement réduire ces sujets qui sont prévus à l'ordre du jour de cette émission. Nous allons aborder tout à l'heure le sujet concernant la libération ou non du fils de Kadhafi, du président Kadhafi. Mais avant de retrouver ce sujet, je vous propose, Madame, Monsieur, de suivre ici un nouveau point de l'actualité sur le continent africain. C'est le flash d'information. En Libye, le gouvernement d'union nationale a affirmé dimanche qu'il n'y aurait pas d'amnistie pour les crimes contre l'humanité dont est notamment accusé Saïf el-Islam Kadhafi, fils du dictateur déchu. Cette déclaration donne l'impression qu'il est possible pour Saïf al-Islam ou tout autre auteur de crimes commis sous le régime déchu ou après son renversement d'échapper à l'ascension, poursuit-il. Le Zimbabwe a accusé dimanche les ambassades des États-Unis et de la France de soutenir un vaste mouvement de contestation sociale qui s'est exprimé cette semaine contre le régime du président Robert Mugabe. Une partie des travailleurs a été payée depuis mercredi et la grève a été suspendue. Vendredi, le président Mugabe avait déjà rejeté sur les puissances occidentales la responsabilité du retard du paiement des salaires des fonctionnaires. 2 soldats maliens ont été tués par des islamistes présumés dans le centre, près de la frontière avec le Burkina Faso. L'information sur l'attaque et le bilan a été confirmée par un élu local qui a parlé d'une opération très rapide menée par les assaillants qui étaient très probablement très informés. Longtemps concentrés dans le nord, les attaques djihadistes se sont étendues à partir de 2015 vers le centre puis vers le sud du pays. Cette émission se poursuit sur les plateaux de Sika. Notre deuxième et dernier sujet du jour nous emmène en Libye, où le flou persiste toujours autour de la libération ou non de Saïf al-Islam, le fils de l'ex-président Muammar al-Kadhafi. Pourquoi tant de passion autour de cette libération? Quelle influence la libération éventuelle de Saïf al-Islam pourrait-elle avoir sur la crise libyenne? Je vous propose de retrouver mes invités sur ce nouveau sujet juste après cette virgule.
Donc là, Mabalo, on assiste à un véritable ping-pong au sujet de cette libération et de l'amnistie accordée aux prisonniers ou fils de l'ancien président Kadhafi, Saïf al-Islam en Libye. Pourquoi autant de polémiques, autant de passion autour du sort du fils de Kadhafi? C'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup de temps pour parler de la Libye. Maître a trop parlé sur l'autre sujet. Mais bon, il n'y a pas de problème. C'est quand même intéressant de parler de la Libye parce que la Libye reste pour moi énigmatique. Énigmatique, pourquoi? Parce que nous avons un pays complètement instable où nous avons pratiquement 2 gouvernements. Et il nous est dit que c'est le gouvernement non reconnu qui aurait libéré le fils Kadhafi. Je dis aurait parce qu'aujourd'hui, c'est un flou artistique qui persiste autour de cette libération-là. En tout état de cause, il faut reconnaître que ce prisonnier n'est pas un prisonnier comme les autres. C'est quand même le fils cadet du président Kadhafi, celui qui aurait normalement succédé au président Kadhafi. Et donc, il a été condamné d'abord une fois à mort. On n'a pas exécuté la sentence. La Cour pénale internationale le recherche pour crime contre l'humanité. C'est donc pas un prisonnier comme tout autre. Alors, si aujourd'hui on venait à le libérer, ce serait peut-être intéressant pour le pays, mais ça ne fera jamais l'unanimité au sein du pays. Parce qu'aujourd'hui, les autorités libyennes officiellement reconnues à qui on pose la question ne reconnaissent même pas la libération du fils à Kadhafi. Et ensuite, on parle d'amnistie, on parle donc d'avoir essuyé complètement tout ce qu'il a fait jusque-là. Je trouve que c'est un débat très intéressant, mais il faut avoir une certitude sur la situation actuelle du fils Kadhafi, une situation qui pour moi n'est pas du tout claire. Donc c'est difficile quand c'est pas clair comme ça de faire des débats. Oui, mais quand on sait quand même qu'il appartient à l'ethnie majoritaire dans cette zone et qu'il est le fils de Kadhafi, sa libération peut impacter justement la crise libyenne. Il peut redonner de l'espoir à cette ethnie qui était en voie d'extinction. Non, je n'ai pas cette certitude-là. Parce que même si la crise en Libye a des relents ethniques, je pense qu'il y a d'autres raisons qui arrivent à soutenir cette crise-là et même à la rendre très difficilement traitable. Je ne suis pas sûr que son appartenance à l'ethnie majoritaire puisse impacter durablement la crise en Libye. Les intérêts sont trop nombreux pour que j'aille dans cette analyse-là. Mais un homme libre, pour moi, c'est toujours mieux qu'un homme emprisonné qui ne fait rien du tout. Maître Alain Roula, une libération, une amnistie en faveur de Saïf al-Islam peuvent-elles réellement impacter la crise libyenne, à votre avis? Assurément que cela impactera la crise libyenne, puisque aujourd'hui, beaucoup d'observateurs reconnaissent que le fait d'avoir exécuté le président Kadhafi, quels que soient tous les défauts qu'on peut lui reprocher, a beaucoup contribué à l'instabilité et à l'instabilité dans la région et même ce qui va au-delà. Donc je pense qu'on est à la recherche d'une direction consensuelle qui ne peut se faire que sur la base des tribus. Les Bédouins sont majoritaires, il y a beaucoup, c'est un système de tribus que Kadhafi a réussi à maintenir, à insuffler une forme de cohésion qui a été démantelée délibérément, puisque la ligne de travail des Occidentaux en Libye, c'est de mettre les tribus en dehors. Alors, celles-ci se sont reconstituées. Rappelez-vous, en 2014 ou en 2013, il y a un conseil national ou un conseil suprême des tribus qui a décidé de faire de Saïf al-Islam son représentant légal aux différentes négociations. Cela n'a pas été entendu, cela n'a pas été pris au sérieux. Pour revenir à la question que vous posez, effectivement, la confusion autour de cette libération répond à la confusion totale qu'il y a dans le pays. Nul ne peut dire qu'il gère 2 gouvernements rivaux, plus ou moins reconnus. 2 parlements. 2 parlements. Et donc, les choses se font dans un régime et sont contestées dans l'autre. Alors, sur la libération elle-même, moi, je m'en vais vous dire qu'il y a 2 avocats, pas des moindres, qui ont dit que leur client a été mis en liberté. Je les crois, puisque cette information n'a été démentie par personne. La deuxième chose, c'est que... Il y a le gouvernement de Tripoli qui a démenti. Le gouvernement de Tripoli... qui n'a jamais été libéré. Non, le gouvernement de Tripoli n'a pas la maîtrise de la situation. La preuve, c'est qu'ils ont condamné à mort Saïf al-Islam par contumace. Il n'a pas comparu. Ou du moins, il a comparu par vidéoconférence. Parce que le fils Kadhafi est détenu
par le régime de Tobrouk, qui refuse non seulement de le remettre au régime de Tripoli, qui ne veulent pas reconnaître, mais également à la CPI. Comment cela se fait que depuis des mandats émis depuis 2011 par la CPI, l'on n'ait pas tout mis en œuvre pour capturer à nouveau Saïf al-Islam et le remettre à la CPI? Ça veut dire que le gouvernement de Tripoli n'a aucune maîtrise de la situation. Et c'est le Parlement de Tobrouk qui a voté une loi générale d'amnistie concernant toutes les personnes qui seraient impliquées dans cette crise et dans ce massacre. Et le porte-parole de ce gouvernement a affirmé et confirmé que cette loi d'amnistie a vocation à s'appliquer à Saïf al-Islam. Pour maintenant, on va dire, le scoop, j'ai des informations qui font état de ce que Saïf al-Islam n'a jamais été véritablement détenu. C'est vrai qu'il est contenu dans la ville ou dans la région de Zenten, mais qu'il n'était ni en prison, ni en résidence surveillée, qu'il était plutôt libre de ses mouvements dans la zone. Et pourtant, on l'a vu dans des grilles de prisonniers. Non, on l'a vu dans des grilles, mais justement... On a même en temps montré sa cellule où quand il s'est incarcéré. Quand il s'est agi de la procédure, il a comparu. Il y a beaucoup de gens qui sont en liberté et je vais dire que c'est une mise en scène. C'est-à-dire, il a comparu, on ne peut pas le présenter dans son salon en train de répondre à ses juges. Donc il était derrière une grille, allez vérifier. Et c'est depuis le sud-ouest libyen qu'il a comparu devant le tribunal de Tripoli. La belle preuve, c'est qu'il a été condamné par contumace, ce qui n'aurait pas été possible s'il avait effectivement comparu ou si on pouvait le détenir. Donc, l'amnistie, la liberté, tout ça, ça se joue dans le deuxième gouvernement. Et moi, j'ai plutôt tendance à accréditer les idées selon lesquelles il serait en liberté, puisque ce qui a été infligé au sien, c'est la peine de mort. Son père a été tué. Je crois qu'il y a eu un ou deux autres fils de Kadhafi qui ont été tués. Lorsque Saïf al-Islam a été capturé, on aurait pu l'exécuter aussi. On ne l'a pas fait. Il faut croire que c'est une forme de baraka, surtout si je fais référence à son nom qui veut dire le glaive de l'islam, et que si aujourd'hui il est en vie, c'est pas pour être détenu. Et je crois que les Libyens, en tout cas les tribus auxquelles il appartient, entendent lui faire jouer un rôle dans l'unification et la pacification de la Libye. Voilà, parlons justement, oui, donc là, oui, Maître Ronla, votre scoop n'en est pas un pour moi. Votre scoop n'en est pas un pour moi, simplement pourquoi? Parce que si Saïf al-Islam avait été détenu par le gouvernement de Tripoli, il n'aurait pas eu le même traitement que celui que le gouvernement de Tobrouk lui inflige. Pour moi, c'est suffisamment clair. Et je tire la conclusion simplement qu'en réalité, c'est parce qu'il est détenu par des gens qui ont intérêt peut-être à le laisser circuler, à le protéger, qu'on a ce dénouement jusqu'à présent. La crainte que je trouve en Libye aujourd'hui, c'est que on se retrouve dans une situation de partition du pays en deux. Je ne sais pas qui cela pourrait arranger, mais j'ai le sentiment que la communauté internationale, même si vous n'aimez pas beaucoup la communauté internationale, j'ai le sentiment que cette communauté n'a pas fini de dire son mot en Libye. C'est pour ça que dans d'autres débats, et quand je prends beaucoup de recul, oui, est-ce que la communauté internationale peut régler le problème sans les Libyens? C'est là où je suis en train d'atterrir, si vous le permettez. Je n'ai pas le sentiment que le règlement de la crise libyenne soit pour demain. Pour très bientôt. Et ça ne peut pas être possible sans les Libyens. Les Libyens. Oui, mais est-ce qu'au nom de la paix, il n'est pas mieux que la CPI abandonne également les charges contre Saïf al-Islam? Ce serait un précédent grave pour la CPI. Parce que la CPI a instruit clairement le dossier, recherché pour crime contre l'humanité. Et donc si la CPI commence maintenant par laisser tomber ces charges-là, n'oubliez pas qu'il y a d'autres également qui sont détenus. Au nom de la paix dans la zone. Il y a d'autres qui sont détenus dans les liens de la CPI, toujours pour crime contre l'humanité. Et donc moi je pense que ça aurait été cela risque de faire jurisprudence. Oui, de remettre très rapidement, en cause ce genre Maître Alain Ronla, est-ce qu'il n'est pas mieux qu'on abandonne les charges contre Saïf al-Islam? Je pense que la CPI devra abandonner les poursuites, parce que j'aime bien la CPI, mais la CPI est une juridiction de subsidiarité, c'est-à-dire de complémentarité. Elle ne se prononce que si on ne veut pas juger ou si on ne peut pas juger. Lorsque le fils Kadhafi a été capturé, la CPI a exigé qu'on lui envoie, arguant de ce que la Libye n'avait pas les moyens de conduire l'instruction et donc de juger, ce qui est déjà problématique. Quand le gouvernement libyen ou celui
qui détient Al-Saïd Islam, dit nous avons les moyens il a été jugé, condamné à mort et amnistié. La CPI devrait se mettre de côté. Ça, c'est le premier critère. Le fils Kadhafi ne sont pas des autorités reconnues. Mais comment ça ne sont pas reconnus? Non, ce n'est pas le gouvernement. Mais on dit qu'il y a deux gouvernements. C'est vous-même qui l'avez dit. Il y a deux gouvernements. Et aujourd'hui, il y a un gouvernement national. Il y a un gouvernement d'union nationale qui associe les deux. Qui est à Tripoli. Mais le gouvernement de Tobrouk ne reconnaît pas le gouvernement de Tripoli. Non, c'est-à-dire que ce gouvernement a été formé. Bon, mais chacun détient ses clés. C'est un peu comme les accords d'août de 2015 au Soudan du Sud. Donc c'est une question de force. Mais moi, je reviens au droit. Donc il y a cette première série d'arguments qui militent pour que la CPI ne s'ingère pas, ne force pas le passage. La deuxième chose, vous parlez d'un précédent grave. Ce ne sera pas grave puisque en même temps que le fils Kadhafi, il y a le cousin Sanoussi, le chef des renseignements du président Kadhafi, qui était également visé par des mandats d'Interpol et par les réquisitions du parquet de la CPI. Et la CPI a renoncé à ces poursuites contre Al-Sanoussi. Ça peut arriver. Ce ne serait que CPI a renoncé également des raisons techniques pour lesquelles le président on refuse de du Kenya également. C'est arrivé. C'est déjà arrivé. Merci, Maître Alain Roula. Merci. Donc,